Bonjour et bienvenue dans ce 119e épisode déjà de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. On enregistre aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 31 mars 2026. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peunier et de Adrien Clairbois. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Alexandre Nedelec. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Fatigué. Bonjour. Ah oui, vous revenez tous. Non, pas tous. Fatigué. Il y en a deux qui reviennent du Fatigué. MVT Summit. Donc ils sont en décalage horaire, voilà. Mais Voilà, considérez qu'ils sont Adrien n'est pas en décalage horaire. Alexandre, je veux bien, mais pas Adrien. Pourquoi? Adrien, lui, il vient en business, quoi. Ah oui, ouais. Lui, il était reposé dans l'avion. Non, il y avait au retour des aurores boréales qui avaient été programmées, donc je n'ai pas dormi avant le Groenland. Et une fois que le Groenland est passé, où je pensais m'endormir, l'hôtesse est venue me réveiller parce qu'on allait prendre le petit-déj. Voilà, toutes les excuses sont bonnes pour s'en servir. Pas de détails, c'est ça. Donc, Alexandre. effectivement, on se voit aujourd'hui parce que j'ai rencontré Alexandre la semaine passée à Seattle. Donc, il est français, mais il faut faire la moitié de la planète pour le rencontrer. Il est tellement et c'est vraiment un plaisir de l'avoir rencontré parce qu'on a partagé pas mal de choses, dont un truc assez sympa, qu'il est passionné de tout ce qui est Visual Studio Code, Visual Studio de manière générale, mais aussi de l'intelligence artificielle dans la partie AI Assisted Development. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, messieurs, je vous ai sollicité pour lui donner le micro parce qu'il a pas mal de choses à nous raconter. Ouais. Et voilà, je profite de ce petit podcast qui va peut-être durer 1 heure, j'espère bien plus parce qu'il y a tellement d'informations à partager, pour te donner le micro, Alex. Donc la scène est à justement. On va lui donner un peu le micro déjà peut-être pour se présenter parce que tu es software engineer chez Avanade, si j'ai bien vu sur ton LinkedIn, Oui, c'est correct? C'est bien ça, je travaille chez Avanade, moi je suis basé à Bordeaux. Et je suis MVP depuis assez récemment, depuis décembre 2024, dans la catégorie Azure. Et puis, comme un peu tout le monde, je pense, je m'intéresse pas mal à GitHub Copilot et à l'IA de manière générale en ce moment. Je pense qu'on est tous un peu pareils. Et voilà, et puis sur Bordeaux, je co-organise aussi un groupe Meetup, le MTG Bordeaux. On fait des Meetups sur tout un tas de sujets liés aux techno Microsoft régulièrement. Bah, c'est une très bonne initiative et c'est très bien. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de GitHub Copilot et de quoi de ce qui est prévu, alors, de ce qui est en cours. Je voulais vous montrer quelques petits trucs là qui sont sortis assez récemment sur VS Code et puis vous partager aussi une roadmap que j'ai initialisée sur GitHub Copilot. Je me suis rendu compte que en fait, GitHub Copilot, maintenant, on en voit un peu partout. Et puis quand on veut aller voir la documentation, on en trouve pour la partie CLI, on en trouve pour la partie VS Code. Si on est sur d'autres IDE, on en trouve un peu ailleurs. Et c'est un peu dispersé partout et on a du mal à retrouver tout ce qu'il y a, les concepts qui sont communs à un peu tout. Et je me suis dit, ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu visuel pour voir tout ça. Et donc, j'ai initialisé une roadmap sur un site qui s'appelle roadmap.sh. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un projet communautaire qui regroupe plein de roadmaps d'un peu tout le monde. Et il y en avait une pour Cloud Code, il n'y en avait pas pour GitHub Copilot. Donc, je me suis dit, je vais en faire une. Et voilà. Intéressant. Eh ben, on te laisse nous montrer ça. Tu veux qu'on mette ton écran déjà? Ouais, on peut faire ça. Hop là. Et voilà. Donc juste, si vous ne connaissez pas roadmap.sh, donc c'est un projet qui a pas mal de stars sur GitHub. Et donc, vous retrouvez tout un tas de roadmaps. Il y a des roadmaps officiels, il y a des roadmaps communautaires. Et du coup, moi, j'ai créé ma propre roadmap que je pense je partagerai. L'URL va changer, hein, je la partagerai plus globalement. Elle est déjà publique, hein, mais voilà. Et donc, j'ai initialisé une roadmap pour qu'on retrouve un peu toutes les notions autour de GitHub Copilot, avec quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent côté GitHub Copilot CLI en ce moment. Donc, quand il y a des spécificités GitHub Copilot CLI, en fait, je l'ai indiqué. Mais voilà, j'ai commencé à initialiser ça. Je me suis dit, c'est plus simple des fois pour s'y retrouver pour quelqu'un qui
connaît pas forcément GitHub Copilot, qui débute, qui veut voir un peu ce qui existe, pour voir un peu tout ce qu'il a à disposition. Parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, on entend parler beaucoup d'autres assistants, mais GitHub Copilot, on n'entend pas assez parler alors qu'il permet de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Non, Ouais. effectivement, c'est Bah, quelque il est- chose. Il y a tellement de fonctionnalités que c'est difficile à suivre. Ouais, c'est ça. Bon, puis c'est le nom, enfin dire générique chez Microsoft dès que c'est de l'IA, c'est Copilot. Mais après, il y a les aspects spécialisation, et je suppose que c'est de ça aussi dont tu vas venir nous parler, de tout ce Oui. qu'on va pouvoir faire et tous les petits modules qui sont intégrés, enfin modules, tous les morceaux, toutes les fonctionnalités qui sont intégrées dans les modules de Copilot, quoi. Et effectivement, déjà, en fait, c'est présent dans plein de clients différents. On a tendance à toujours voir VS Code parce que c'est là où c'est l'idée, où on a un peu les fonctionnalités les plus avancées qui apparaissent. Donc, à chaque fois, j'ai remis des petits liens vers la documentation et un petit texte. Alors, c'est pas encore présent sur tous les trucs, mais je l'ai fait sur pas mal de choses. Mais en fait, c'est présent sur tout un tas d'autres IDE. S'il y en a qui, je sais pas, pour le développement .NET, ils utilisent Visual Studio ou Rider ou d'autres choses comme ça, c'est présent aussi sur ces IDE. Et puis, ça a fait aussi son apparition dans le terminal. Notamment tout ce qui est GitHub Copilot CLI, en fait, il y a énormément de choses. Je pense que c'est un des projets qui avance le plus vite actuellement côté GitHub Copilot, parce qu'il y a des fonctionnalités qui apparaissent, des trucs spécifiques à GitHub Copilot CLI. Donc c'est assez chouette de voir ça. Pour ceux qui font du open code, c'est aussi, on peut utiliser sa licence GitHub Copilot et s'intégrer avec open code. Et puis évidemment, c'est présent aussi sur toute la plateforme GitHub. Donc on pense souvent à juste aller côté web dans github.com//copilot. Mais en fait, on peut utiliser Copilot depuis son mobile. On peut lancer des agents dans le cloud directement. Et puis, il y a la partie Agentic Workflow qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps et qui peut être super pratique pour automatiser en fait des actions avec de l'IA directement depuis des workflows. Ça Et fait quoi, enfin, ça le dernier truc, oui. Agentic Workflow, c'est par rapport aux autres. Donc, c'est quoi? C'est ça prend la main sur ton PC, c'est ça? Alors non, c'est pas exactement ça. En fait, c'est plus si tu veux, tu as des tâches que tu fais régulièrement sur un projet, sur un repo dans GitHub, et en fait, tu vas vouloir automatiser ces tâches. Ça peut être par exemple se dire, je voudrais avoir à chaque fois que je fais des commits, j'ai des pull requests qui sont mergés, je voudrais avoir de la documentation qui se met à jour automatiquement dans mon repo. Ah, oui. Et donc, tu vas écrire un prompt. Et ce prompt va te servir à générer un pipeline, en fait, GitHub Action, qui est assez complexe, assez complet, en fait. Et du coup, toi, tu t'occupes juste de générer le prompt. Et après, il y a une petite CLI qui te permet de générer le workflow correspondant et qui va utiliser l'IA à l'intérieur de ton pipeline C'est ça, je vois. pour effectuer tout un tas de choses. Dans GitHub, quoi. Ouais. Dans GitHub. Donc moi, par exemple, si je peux donner un exemple, je me suis amusé hier soir. Moi, j'ai un blog sur lequel j'écris de temps en temps. Je l'ai créé à partir d'un template et il se trouve que ce template évolue de temps en temps. Mais moi, je l'ai complètement customisé, mon blog. C'est un blog qui est fait en Nuxt. Mais pour autant, je voudrais bénéficier des dernières fonctionnalités de ce template. Donc, c'est un peu compliqué de se dire on veut retrouver tout ce qui a changé parce que j'ai quand même beaucoup de choses spécifiques. Donc, pour m'y retrouver, je ne peux pas utiliser un script, quelque chose de déterministe pour dire va prendre toutes ces informations, va récupérer tous ces commits. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai juste créé un prompt qui explique ce que je viens de vous dire, que mon blog il se base sur un template qui est présent dans GitHub aussi, et que du coup, toutes les semaines, je veux avoir quelque chose qui aille tourner et qui aille voir les différences entre les commits sur lesquels j'étais rendu et par rapport à ce template et les derniers changements qui ont été faits et qui crée une pull request pour aller ajouter des changements. Donc, c'est un exemple, mais il y a plein de choses un peu comme ça administratives qu'on peut faire avec ces Agentic Workflow. Si je ne me trompe pas, Adrien, je pense que ça va être une des prochaines sessions que tu vas venir nous présenter, c'est ça? Ce sujet en particulier. La GitHub DevDays à Namur, mais on est déjà complet. Donc, si vous avez en présentiel, mais tu viendras nous refaire un podcast la journée suivante.
C'est ça. Comme on sait que tu es en forme pour le moment et que tu n'attends que ça de venir nous parler de choses. Mais c'est pas faute de proposer et que vous me refusez. Hein. Refuser, c'est pas vrai. Il faut juste avoir le temps pour pouvoir le mettre. Mais donc, on va prendre le temps, puisque de toute façon, on se verra la semaine prochaine en physique, à Namur, pour ceux qui sont là. Et on refera ce genre de présentation par après. Bref, ce petit aparté, on te relance la main, Alexandre. Non, mais c'est intéressant. Je pense que tout le monde essaye de jouer un peu avec ça en ce moment-là parce qu'on a tous des repos où on a tout un tas de tâches qu'on peut automatiser qui sont pas fait pour faire de la CI/CD, hein, c'est vraiment pour automatiser d'autres tâches annexes. Et enfin, le dernier client dont on peut parler, hein, c'est le GitHub Copilot SDK. Et ça, c'est si on veut intégrer du GitHub Copilot partout dans nos applications et gérer un peu son propre workflow, quoi. Ouais. Yep. J'utilise déjà le Copilot SDK pour le moment sur un projet. Franchement, c'est magnifique. Ça marche hyper bien. Bref. Voilà. Je suis curieux. On ne t'entend plus. Donc, dans cette roadmap, j'ai mis aussi une partie plus customisation avec un peu tout ce qu'on peut customiser, les agents, les skills, les instructions, les prompts, les hooks, les MCP serveurs. En fait, il y a plein de choses qu'on peut customiser dans le GitHub Copilot, un peu comme dans tous les autres outils. Hein. Il y a des trucs qui sont un peu standards, il y a des trucs qui sont plus propres à GitHub Copilot. Mais des fois, en fait, on a tendance à commencer, on prend un chat, on écrit ses prompts, on fait déjà tout un tas de choses. Mais là, on va avoir la vraie valeur ajoutée, c'est quand on va commencer à installer un skill, personnaliser ses instructions par rapport à son dépôt, etc. Et donc, je trouvais intéressant d'aller lister un peu tout ce qui est possible avec à chaque fois une référence vers la documentation pour voir ce qu'on peut faire, etc. Faudrait que tu zoomes un petit peu sur ton écran quand tu montes les docs. Ouais. Sinon, c'est un peu pour mes petits yeux, tu vois. Ah, magnifique. Donc, j'ai mis des liens vers différentes docs, des fois vers des sites, puisque par exemple, les skills, c'est un truc de standard. Donc, on va retrouver le site agentskill.io. Et c'est toutes ces petites choses-là, en fait, qui évoluent rapidement et qui permettent de faire ce qu'on appelle du context engineering, donc d'améliorer vraiment du coup son contexte pour avoir des meilleurs résultats sur le code qui est généré ou tout simplement sur d'autres tâches. Enfin, moi, je fais beaucoup de brainstorming avec GitHub Copilot. Des fois, c'est pas du tout pour générer du code, c'est juste pour réfléchir par rapport à des ressources que j'ai dans Azure, par rapport à de la doc. Plutôt que d'aller directement sur la doc, je vais utiliser le MCP Server de Microsoft Learn ou d'autres docs. Et cette partie plus customisation, il y a un truc qui est sorti que moi j'ai découvert assez récemment, je pense un peu en même temps que toi, Adrien, et qui est public sur du coup la partie, si je vais juste là-dedans, dans VS Code, vous voyez bien mon écran, il y a une petite molette là, Open Customisation qui est ici. Donc c'est tout récent, hein, ça y était pas il y a pas si longtemps que ça, et qui va ouvrir cette partie customisation dont je parlais avec les agents, les skills, les instructions, les prompts, les hooks, les MCP serveurs. Et alors quelque chose qui n'est pas sur ma roadmap mais qu'il faudra que je rajoute, c'est les plugins. Les plugins, grosso modo, ça va être une manière d'installer des skills, des MCP serveurs et tout ça, mais packagés. Donc on a des marketplaces qui sont disponibles. Donc Awesome, le repo Awesome Copilot, par exemple, Awesome GitHub Copilot, c'est une marketplace, par exemple. Et il y a tout un tas de plugins qui arrivent. Donc c'est juste, on va mettre plusieurs skills ensemble, peut-être un MCP serveur, d'autres choses, et on va packager ça et on peut installer directement tout un tas de choses. Par exemple, je fais du développement Vue.js, peut-être que j'ai un MCP serveur qui pointe vers la documentation Vue.js et une ou deux skills pour faire du Vue.js. Pareil, si je fais du .NET, etc. Et tout ça va rechercher à ce moment-là tout ce qui est fichiers, les fichiers de config qui se trouvent dans VS Code, enfin dans le repo de VS Code, je suppose. C'est ça, en fait, oui, ça va aller installer tout seul des skills,
des instructions, des prompts, des hooks, etc. C'est ça, mais Et là, tous ce les qui est assez prompts, par intéressant- exemple, tous les MCP serveurs, tu peux, je suppose, les manipuler là de manière graphique, mais tu vas, par défaut, il va t'afficher là tout ce que tu as dans ton repo courant, le repo dans lequel tu es en train de travailler de ton VS Code. Ouais, alors ce qui est intéressant, par exemple, si on regarde les MCP serveurs, puisque tu en parles, en fait, tu vois là les 3 endroits d'où viennent mes MCP serveurs. Ah Il y oui, en c'est a ça. qui Ouais. sont globaux au niveau de mon utilisateur. Donc là, typiquement, c'est mon fichier de configuration de mon utilisateur, de mon profil utilisateur sur lequel j'ai des MCP serveurs de configurer parce que je les utilise souvent, typiquement. Et là, en fait, j'en ai d'autres qui sont spécifiques, par exemple, à mon workspace. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, j'ai du Nuxt là, j'ai du Nuxt UI et j'ai ce qu'il faut pour les lancer ou les stopper. Là, c'est vraiment une interface graphique pour tout gérer, quoi. Tout centraliser. Ouais, c'est pas mal. Sympa. Donc c'est vrai que c'est pratique et même sur les skills, enfin des fois on installe des skills, on fait des choses et des fois on voudrait juste aller voir qu'est-ce que ça fait derrière, comment c'est et on peut aller du coup directement cliquer dessus, on accède au fichier Markdown. Donc moi j'aime beaucoup cette interface, franchement c'est une découverte, c'est sorti dans une des dernières versions mais je n'avais pas fait attention, c'est une découverte assez récente pour ma part. Et je trouve ça bien d'avoir un endroit où tout est centralisé parce que sinon on est assez vite perdu dans tous ces fichiers, tout ce qu'il est possible de customiser. Ouais, c'est ça. C'est à ça que je pensais, cet aspect de centralisation, et déjà de manière graphique, mais aussi de centralisation de tous ces paramètres, c'est cool. Très sympa. Et là, Merci du coup, pour on est l'info. dans la partie locale, dans mon agent qui va tourner mon mode agent dans VS Code, mais je peux aussi aller configurer la partie Copilot CLI aussi. Et potentiellement, je peux avoir d'autres choses dans cette partie-là. Donc, il y a différentes parties là qui sont disponibles. Et les hooks, alors moi, j'avoue que j'en ai pas trop, je n'ai pas trop utilisé jusqu'à présent les hooks, mais les hooks, ça va être juste quelque chose qu'on va pouvoir interfacer quand on prompte son copilot. On va pouvoir avoir à certains événements du cycle de vie de copilot des choses qui se déclenchent. Par exemple, on peut imaginer se dire, à chaque fois que tu me réponds avec quelque chose, tu fais passer un coup de linter sur le code qui a été généré ou tout un tas de choses comme ça. Donc, on peut imaginer plein de choses intéressantes derrière pour personnaliser ce qu'on fait et s'assurer que le code généré, il est OK ou au contraire bloquer certaines choses qu'on ne veut pas voir ressortir comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser cette partie hooks. Ouais. Et moi, je l'ai utilisé professionnellement pour mettre en place un système de logging pour vérifier qu'est-ce qui est envoyé vers la MCP et qu'est-ce qui est reçu par la MCP. Ainsi, ça me permettait de faire de la traçabilité derrière sur ce genre de choses. Parce que c'est un des éléments qui sont manquants dans la partie GitHub Copilot, c'est de pouvoir tracer un petit peu les envois et les réceptions des messages qui sont envoyés et qui sont émis vers les MCP. Et grâce à ça, ça m'a permis de pouvoir le faire. Alors du coup, c'est assez intéressant que tu parles de cette partie traçabilité parce qu'il y a un autre truc que j'ai vu assez récemment que je connaissais pas non plus, c'est la partie OpenAgent Debug Logs qui va permettre de tracer justement des choses qu'on va faire. Donc je sais pas si je demande par exemple what are the latest Nux features par exemple ou quelque chose comme ça, je vois ma session en fait qui est lancée. Et je vais pouvoir avoir une vue de tout ce qui se passe, donc notamment la partie log, le nombre de tokens consommés, les événements qui sont passés. Et donc, je peux aller voir ce qui se passe, donc le fait qu'il y ait 3 instructions qui ont été chargées, j'ai 6 agents, j'ai 6 skills qui sont chargés, ce qui se passe, le nombre de tokens à chaque fois. Et ça, quand on veut débugger des choses, quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, en fait, ça peut être très intéressant cette partie-là. Donc toi, tu l'as configuré pour faire exactement ce que tu voulais avec les hooks. Mais de base, maintenant, dans VS Code, il y a ce petit truc-là qui permet déjà de faire des choses. Donc il y a les logs et il y a aussi la partie, une vue un peu plus graphique où on voit ce qui se passe. Bon, ça revient à peu près au même, hein, mais ça donne un peu tout ce qui se passe quand on commence à lancer un prompt. Ça permet surtout de voir, super, de voir un peu sous l'arbre ce qui se passe.
et de pouvoir comprendre au moins d'un point de vue agentique qu'est-ce qui est utilisé et exploité. Ça, c'est intéressant parce qu'au final, ça permet aussi de se donner des idées de quand tu veux vraiment faire un agent ou écrire un agent avec du Microsoft Agent Framework ou autre, d'avoir ce genre comment dire, de graphe qui se dit voilà, un agent, c'est pas simplement un prompt qu'on envoie, on reçoit. On a vraiment tout ce besoin de faire étape par étape pour arriver à un résultat. S'il n'y a pas que de la magie derrière, il y a aussi de la logique. Et c'est bien pour avoir ce genre de log. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa comme fonctionnalité. Donc on voit qu'ils innovent quand même pas mal hein, parce qu'on a tout un tas de choses qui sortent. Il y a des trucs qui sont sortis depuis déjà quelques temps, mais je ne sais pas si vous aviez vu un peu la partie permission qui avait changé assez récemment avec le Autopilot Preview, qui n'est pas exactement pareil que le bypass. Le bypass, ça permettait à chaque fois qu'on ait un tool qui est utilisé, un MCP server, enfin quelque chose qui est utilisé, d'automatiquement approuver. Le autopilot, ça va plus loin, c'est-à-dire que non seulement ça va approuver les tools, mais ça va relancer en fait toujours Copilot pour que tant qu'il n'a pas obtenu le résultat qu'on attend, en fait, il continue de tourner et d'itérer. Donc c'est un mode, il faut faire attention parce que, comme je disais, ça approuve tous les tools, mais c'est assez intéressant quand même quand on veut lancer un peu une tâche et qui itère assez longtemps, en fait, de basculer dans ce mode. Donc, il y a un petit warning quand vous l'activez, mais honnêtement, c'est des trucs qui me faisaient très peur, moi, au démarrage, quand on commençait à voir les tools, je préfère approuver tout automatiquement, mais maintenant, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus, y compris quand je planifie ce que je veux faire. Donc, quand je fais d'abord un plan, donc quand je passe, au lieu d'être en mode agent basique, je passe en mode plan, qui m'annonce tout ce qu'il a l'intention de faire et que je peux modifier le plan. Une fois que je sais exactement ce qui va être fait, en fait, je suis beaucoup plus confiant à aller activer ce mode autopilot parce que je sais déjà ce qu'il va faire, je ne suis pas dans l'inconnu. Je ne sais pas quelle est votre opinion par rapport à ça, le fait d'approuver automatiquement les permissions ou pas, si c'est quelque chose que vous faites, vous, de votre côté. Ça reste assez délicat. Ouais, moi, je fais ça souvent. Ah. Non, moi, j'allais dire, moi, je fais ça souvent parce que je crée soit une branche où je lui demande de me dire quelles sont les modifications. Donc, je le laisse tourner en lui disant, vas-y, en gros, fais un maximum de trucs, quoi. Et après, je vais voir effectivement ce qu'il a changé, ce qu'il a modifié. Donc, je ne valide pas automatiquement, mais j'accepte souvent beaucoup de permissions sur le repo. Pas non plus, je me demande pas de formater mon PC non plus. Hein, mais bon. C'est ça la problématique au final, c'est que tant que ça me touche à ton code et que c'est lié uniquement à ton environnement, il n'y a pas de souci. Ouais. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle a la faculté de pouvoir interagir avec ton terminal ou avec des MCP qui peuvent toucher les environnements productifs ou non productifs. Et donc, c'est là où il faut quand même être vigilant dans ce qu'il y a derrière. L'autopilote est intéressant, comme tu le dis, Alexandre, sur la base où quand tu as quelque chose qui est bien planifié, qui est bien structuré, il ne devrait, en théorie, pas divaguer et partir à vouloir faire de l'exfiltration de tokens ou autre système. Mais c'est effectivement l'un des risques, finalement, de l'intelligence artificielle. Mais bon, un humain peut faire la même chose, au final, hein, quand il devient fou. Si quelqu'un est de mauvaise humeur, il peut envoyer tout ton code sur Internet. Ouais, c'est ça. Moi, je considère vraiment Copilot ou bien Claude, enfin les IA, comme mon petit stagiaire personnel qui se trouve là intégré à mon PC. Et je lui pose des questions, je lui demande de faire des choses, il le fait. Mais comme c'est un stagiaire, on n'est jamais sûr non plus du résultat, tu vois. De temps en temps, il divague. Moi, il est souvent bourré parce qu'on va boire ensemble, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est ton stagiaire à toi. Ah ouais, non. Il faut choisir son stagiaire aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi. Peut-être dernier petit truc que j'ai vu passer sur une release note, c'est que maintenant, alors notamment sur les modèles, les modèles qu'on voit là qui s'affichent, on peut aller personnaliser assez facilement depuis l'interface le thinking effort, en fonction de si on veut quelque chose qui répond rapidement avec moins de raisonnement, ou au contraire si on veut pousser un peu plus loin le raisonnement, et tant pis si ça met du temps pour s'afficher. Donc maintenant, c'est assez facile directement depuis l'interface de faire ça. Ouais, c'est sympa. Plus de tokens hein, quand on a ces choix-là. Pardon? Est-ce que ça consomme plus de tokens, en fait, ces différents choix entre high, medium et low?
Je ne crois pas. Je pense que sur un truc donné, c'est la même chose, il me semble. Ouais. Parce D'un que- point de vue Premium Request, ce sera la même chose. Par contre, d'un point de vue token, c'est effectivement quelque chose qui va générer plus de tokens dans ta context window. Et donc, en l'état, si ta memory à un moment en dépasse, il va avoir des principes de venir écraser ta mémoire, enfin faire du compression de memory et d'avoir ce genre de principe. Ça va dépendre, pour moi, de mon point de vue, de quelle est la tâche que tu veux réaliser. Parce que tu as la faculté de pouvoir voir ton contexte Windows, c'est ça le petit rond à droite. Il y avait normalement une fonctionnalité, je ne sais plus où elle est, qui vous montrait la contexte Windows actuelle, combien de tokens étaient consommés. Donc voilà. Et donc effectivement, dépendant du modèle que tu vas choisir, plus il va réfléchir, plus il va faire des tokens, et à un moment, il va faire nécessaire pour faire de la memory, ou en tout cas de compresser ce qu'il a pour continuer à évoluer. Ouais. Ce que tu montres là, moi j'avais une question par rapport aux outils. Là, tu nous montres ça dans VS Code. Dans la roadmap, bah, tu montres évidemment qu'on peut l'utiliser dans plein d'autres outils, que ce soit Visual Studio, la CLI. Tout ce qui est là est plus d'abord fait en priorité, entre guillemets, d'abord dans VS Code, d'après ce que tu vois, ou bien Visual Studio est au même niveau en termes de configuration d'écran, de tout ce qui est là. Moi, de ce que j'ai vu, Visual Studio ou d'autres IDE, hein, c'est pareil pour les IDE JetBrains, par exemple, ne sont pas du tout au même niveau de fonctionnalité que VS Code. C'est ça, c'est ce que je remarque Pourquoi ? aussi. Parce que ça met plus de temps à s'intégrer. Je pense qu'ils se servent beaucoup de VS Code aussi comme d'un test, voir ce qui marche, ce qui fonctionne. Ils peuvent itérer beaucoup plus rapidement que sur un IDE comme Visual Studio qui a beaucoup de choses déjà et où ils veulent faire les trucs directement bien, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on voit sur VS Code des choses qui, un jour, s'appellent d'une certaine façon et peut-être un mois plus tard, ils changent complètement le nom. On avait les chat modes, c'est devenu les agents, les custom agents. On a plein de choses comme ça qui changent, des trucs qui ont disparu, qui sont revenus sous un autre nom. Donc pour moi, vraiment, VS Code est très très loin devant les autres IDE en termes d'intégration. Après, il y a quand même des choses intéressantes, je pense, sur Visual Studio. Je pense que j'ai mis des liens sur ça, si je reviens sur la roadmap. Sur Visual Studio, il y a des fonctionnalités dans Visual Studio qui sont propres à Visual Studio. Donc, par exemple, il y a une partie profiler et il y a une partie debug avec Copilot qui sont vraiment des choses qu'on retrouve que dans Visual Studio, qui ont été développées pour Visual Studio. Et on les a pas dans VS Code. C'est ça, mais ils sont plus optimisés, ils sont plus orientés forcément dans Visual Studio, donc avec les langages .NET par exemple. Je pense que le profiler est plus orienté dans cette voie-là. Et comme tu le dis, effectivement, je pense qu'il y a d'abord les fonctionnalités qui sont présentes dans VS Code, aussi parce que la masse d'utilisateurs de VS Code est évidemment beaucoup plus importante, puisque VS Code étant un éditeur plus généraliste que Visual Studio est beaucoup plus ciblé sur du développement .NET. Alors, si on prend des développeurs, que ce soit des développeurs web, JavaScript, React, ils vont utiliser en général plutôt VS Code plutôt que Visual Studio. Donc, à mon avis, il y a aussi un aspect de masse et de quantité d'utilisateurs. Donc, ça me paraît logique qu'on fasse peut-être d'abord les développements pour une quantité plus importante de marché, d'utilisateurs, de développeurs, plutôt que directement le mettre et l'intégrer et le spécialiser dans Visual Studio. Mais c'est ce que je vois aussi. Je trouve aussi que VS Code est plus rapidement mis à jour et plus rapidement intégré avec ces nouvelles fonctionnalités d'IA. Bon, après, ça dépend un peu comment on les utilise et si on en a besoin de manière immédiate. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller vers VS Code, mais il y a des fonctionnalités plus intégrées dans VS Code que dans Visual Studio, j'ai l'impression, au niveau IA. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les deux autres. Je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense qu'Alexandre a bien résumé, c'est que VS Code a une... je suis muté, vous m'entendez ? Ah oui, on t'entend. Je pense que, comme Alexandre l'a dit, c'est que VS Code est vraiment une sandbox où ça va très vite, alors que Visual Studio, les cycles de release sont beaucoup plus longs et surtout, contrairement à Visual Studio Code, Visual Studio c'est quand même un mastodonte au niveau des fonctionnalités qui sont beaucoup plus à stabiliser dans le temps, alors que Visual Studio Code, c'est quelque chose d'assez rapide où il y a beaucoup de marketplace qui ajoutent des extensions. Donc c'est plus facile peut-être pour les équipes de Visual Studio Code
de sortir de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA que Visual Studio, qui doit s'assurer d'une pérennité d'un SLA que Visual Studio Code n'a peut-être pas forcément. Ouais, je ne sais même pas au niveau vitesse, parce que Visual Studio, il est quand même mis à jour très fréquemment aussi, hein, tous les... Alors, ils sont passés à un mois sur Visual Studio, alors qu'avant, c'était beaucoup plus long. Par contre, sur VS Code, ils sont passés à une semaine. Donc, Ouais, c'est ça, ça leur permet d'itérer quand même très, très, très vite. Et c'est Même vrai que les trop mises à vite. jour sont moins lourdes sur VS Code. Pardon. Ça va trop vite maintenant. Oui, mais c'est pas dérangeant sur VS Code, je trouve, parce qu'il dit qu'il y a une mise à jour, la mise à jour est souvent très très rapide, et c'est vrai que c'est pas la même chose, c'est pas un éditeur aussi intégré dans le langage que Visual Studio, donc forcément, quand on fait une mise à jour de Visual Studio, c'est directement plusieurs, je vais pas dire plusieurs gigas, mais plusieurs dizaines ou centaines de mégas, et c'est pas le cas dans VS Code. Mais ça fait pas la même chose non plus, ça. Faire du débugage dans VS Code ou débugage dans Visual Studio, il n'y a pas photo, hein. Éditer du texte, ça marche. Mais développer et faire du débugage dans VS Code, quand il faut faire des breakpoints et aller voir un petit peu ce qui se cache derrière, on a les fonctions de base, mais ça s'arrête là. Donc Visual Studio, je pense, a quand même toujours une vie derrière à supporter. Exactement. Je pense que Christophe ne va pas me contredire sur cet aspect-là. Il tient encore 12 ans, moi ça va. Ah, mais Visual Studio, ça fait déjà longtemps. Hein. La version actuelle, c'est quoi? C'est pas aux alentours des 2000-2001 qu'il est sorti. Donc 25-26 ans. Hein. 2001, sûr. Ouais, je pense. Je ne saurais pas te dire. Ouais, je pense. Visual Studio 97, c'était la première version. Bah, mon bêta alors, non? Wiki me dit que non. Ah oui, mais non, mais avant, il y avait une version pour Visual Basic qui s'appelait déjà aussi Visual Studio et qui a évolué après pour. Oui, non, mais pour ça, c'est. On en est loin. Hein, il y a ouais. Mon nom, c'était la semaine dernière, mais ça va. Alors, voilà. qu'il y a un endroit qui évolue très vite aussi, parce que là, on se concentrait sur les IDE, mais c'est la GitHub Copilot CLI. Il y a vraiment des fonctionnalités qui sortent sur GitHub Copilot CLI qui ne sont pas présents, pas présents ou qui arrivent qu'en preview dans VS Code. Donc là, ils itèrent très, 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 très vite aussi dessus. Si j'en montre, il y en a quelques-unes des fonctionnalités, j'en ai en dessous. Mais par exemple, il y a la partie Chronicle. Donc, si je voulais montrer ce que c'est, je peux reprendre VS Code. Dans VS Code, vous avez vos sessions qui apparaissent sur la droite. Ça peut être des sessions qui sont jouées d'ailleurs dans le Copilot CLI. C'est là, ce petit sigle-là, ça veut dire que ça a été joué dans Copilot CLI. Il y en a des locales et tout ça. Et pour gérer les sessions côté Copilot CLI, en fait, il y a une commande qui s'appelait Chronicle. Alors, est-ce que j'ai un Copilot CLI sous la main? Oui. Et on va pouvoir aller chercher des trucs avec cette commande. Directement en tapant, donc il y a différentes choses. Donc, je n'ai pas en tête ce que ça fait chaque truc. Mais sinon, en fait, plutôt que de taper cette commande, en fait, on peut directement aller taper une phrase, se dire c'était quoi la dernière session où j'ai travaillé sur tel site ou telle chose comme ça. Et ce que va faire Copilot CLI, il va aller chercher en interne dans toutes ces sessions qu'il a indexées en fait dans une base de données SQLite. Et il va faire des requêtes sur sa base de données SQLite pour aller chercher effectivement cette session qui touchait à tel site, c'était quand, c'était quoi le contexte, et va être capable de redonner des informations, voire de faire rebasculer sur une session précédente. Moi, ça m'arrive maintenant de temps en temps, quand j'utilise GitHub Copilot CLI, de dire « Ah, mais je sais que récemment, j'ai fait quelque chose, un travail sur tel morceau de code .NET. Est-ce que tu peux me le retrouver ?» Et il est capable d'aller me retrouver ça, juste parce qu'en fait, il y a une base de données SQLite, donc un fichier quelque part qui contient les informations sur toutes les sessions et qui va aller chercher. En fait, entre les différentes sessions ou discussions selon l'environnement, je suis sur GitHub, le site web, et du coup, tu parles de la base de données SQLite. Elle est où celle-là? Tu dis elle est quelque part, mais elle est dans le cloud, elle n'est pas en local.
Elle est en présume, local, je pense. Je sais Elle pas. est en c'est une local, question. il me semble. Hein. Alors du Il me coup, semble. si j'ai des discussions, des sessions sur le site GitHub, est-ce que je reviens dans mon PowerShell où j'ai GitHub CLI, est-ce que je peux dire, tiens, rappelle-toi, on a déjà vu ça ensemble, tu vois un peu l'idée. Alors ça, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. C'est sûr qu'il y a des sessions qui sont stockées aussi dans le cloud et tout ça. Enfin, globalement, on peut avoir accès un peu à toutes ces sessions depuis le site GitHub Copilot. Après, en particulier, cette fonctionnalité avec cette base de données SQLite, je pense que c'est que pour les sessions GitHub Copilot CLI. Je pense pas qu'on puisse avoir des informations. Je sais pas si on peut avoir des informations sur ces sessions, non, j'ai pas, sur ces sessions qui sont passées dans le cloud. Il m'est arrivé d'avoir des longues sessions de travail avec mon assistant et je lui ai dit à la fin, écoute, c'était très long, je dis là ça devient débile. Je vais te demander de me refaire une sorte de résumé de ce qu'on a vu pour me l'utiliser comme un template. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. C'est-à-dire que ce truc-là, cette façon de faire là, ça m'intéresse. Je voudrais le reproduire plus tard. Du coup, j'ai pu renommer ma session en mode. Enfin, il m'a redonné le prompt à créer dans une nouvelle session, de manière à ce qu'il n'oublie pas le travail qu'on a fait pour le réutiliser comme un template. Vous voyez un peu l'idée, et je l'ai renommé. Et du coup, j'ai une session qui est là, puis j'ai pu effacer l'autre qui était devenu un peu pollué parfois de petits échanges débiles. Ah, pas débiles, mais pas utiles. Vous voyez l'idée? Du coup, là, sur GitHub Copilot, alors ce que je vous dis, c'était sur notre ami Claude. Sur GitHub Copilot, est-ce qu'on peut renommer des sessions, parfois pour les garder en tant que historique Vous voyez ce que je veux dire? Regarde, là, je le fais en. Ah oui, on n'a plus mon écran. Là, je le fais en. Pardon, je vais le refaire. Je prends ma liste de sessions, je fais un clic droit dessus, je fais rename et je fais la test. Ça, c'est pratique de renommer les sessions, je trouve. Features. Et si je veux vraiment la garder, je peux la. Ouais, c'est bien ça. Et l'archivage à droite, c'est quoi le petit icône? L'archivage, au contraire, ça va te la faire disparaître en fait. Ah bon? Ouais. Si je dis pas de bêtises, ça te Adèle, entre parenthèses, déjà le shortcut, il est pas cool. Après, tu peux les récupérer, il me semble, même si elles sont archivées. C'est juste que par défaut, le filtre, il doit, voilà, il les masque. D'accord, c'est bien. Je pense que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Cela dit, je ne la revois pas la précédente. Donc, je ne sais pas si vraiment je peux la récupérer. Mais oui, il y a des trucs comme ça. Après, pour le cas dont tu parlais, où vraiment tu as fait quelque chose que tu veux retrouver, cette façon de faire et tout ça, après, il y a des choses qui permettent de créer une skill ou créer des choses à partir de ça. C'est un peu l'idée, oui, c'est ça, ouais. Si tu regardes les slash là, si je fais, alors je l'ai plus en tête celui qui fait ça. Il y avait un save prompt ou quelque chose comme ça qui existait, ou create skill ou create prompts. Non, alors là ça va direct. Il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, qui permet à partir du truc courant en fait d'aller ou alors faut le dire non, c'est pas ça. Mais ça vous arrive pas parfois que la discussion, ça part en vrille, quoi. Elle hallucine, elle dit des conneries. Ça vous arrive jamais de dire, de vous dire, bah tiens, je vais repartir dans une nouvelle discussion. Et du coup, je fais ça, je dis, résume-moi ce qu'on a fait. Et il m'est même déjà arrivé de dire, est-ce que tu crois pas que ça vaut le coup de recommencer à zéro? Alors moi, des fois, je reviens juste à un truc précédent. Alors, je sais pas si j'en ai pas un qui serait mieux que celui-là. Tu vois, tu peux. Ah non, je suis sur GitHub Copilot CLI sur celle-là. C'est pas un bon exemple, mais si je reviens, en fait, je clique sur ça, tu vois, et je fais un restore checkpoint. Imaginons qu'à partir de là, il soit parti en live. Ouais, c'est bien. Ouais. Et ben en fait, je fais un restore checkpoint ici, ce qui fait qu'il va revenir vraiment à cet endroit-là. Il va enlever de son contexte tout ce qui était après. C'est bien. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, je le fais souvent. Ton écran, ça arrive. Et là, tu as vu, il y a un autre truc, Fork Conversation from this point. Là, ça peut être intéressant. C'est si tu as testé un truc, tu vois, genre, tu as testé,
je sais pas, tu développes un service en .NET et tu le développes d'une certaine manière et tu te dis, ouais, mais si je l'avais développé d'une autre manière avec une autre API, ça aurait peut-être été différent. Et tu vois, tu peux aller du coup aller créer une nouvelle conversation à partir de ce point-là et ça me crée un nouveau. C'est super ça. Donc Super. ils n'arrêtent pas de. Enfin, moi j'ai du mal à suivre parce qu'en fait, des fonctionnalités comme ça, ils en sortent tout le temps, quoi. Je ne sais pas si c'est le moment de poser la question et je vous la pose. J'ai vu récemment quelque chose qui est pour moi apparu, qui me paraissait nouveau à mon stade, mais peut-être pas pour vous. On a le mode agentique, on a le mode Ask, et j'ai découvert qu'il y avait un mode debug. On l'a aussi là-dessus. Moi, ça me parle pas. Je pense que le mode debug, c'est vraiment que dans Visual Studio. Tu es dans Visual Studio, non oui, c'était ça, c'est Visual Studio. Quand tu es en mode debug avec Visual Studio Code, tu as la faculté de pouvoir faire Ask to Agent, Ask to Copilot pour avoir. Il va prendre le contexte actuel et il va l'utiliser, mais c'est pas aussi puissant que le debugger dans Visual Studio. D'accord. Et justement, tant qu'on parle d'outils, d'éditeurs, VS Code, Visual Studio, etc. Personnellement, je n'ai pas encore vu vraiment l'intérêt majeur, par exemple, de l'aspect CLI. Vous avez des cas de figure dans lesquels, parce que quand je vois toutes les fonctionnalités qui se trouvent, par exemple, dans VS Code ici, pourquoi, quel est le cas de figure ou quel est l'intérêt d'utiliser parfois une CLI? Dans quel cas? Alors, tu vois, là, j'ai mis dans ma roadmap, j'ai mis des fonctionnalités, notamment sur les sub-agents, qui ne sont pas présents ailleurs et qui sont présents vraiment que dans la partie GitHub Copilot. Dans la partie CLI. Oui, mais elles ne sont pas présentes parce qu'elles ne sont pas encore présentes dans VS Code. Je veux dire, une fois qu'elles seront présentes dans VS Code, tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt une preview en quelque sorte d'un côté par rapport à une autre. Mais sur des fonctionnalités existantes, allez, l'aspect chat, l'aspect, je sais pas, manipulation du code, etc. Est-ce que vous avez, vous, des cas de figure où la CLI... Je ne comprends pas bien, d'abord, pourquoi cet engouement pour la CLI de tout le monde, et dans quel cas on l'utilise. Alors, c'est peut-être que moi, je n'ai pas de cas de figure, peut-être que je dois l'utiliser, mais est-ce que vous avez déjà des cas d'utilisation de ça? Alors, sur du multi-repo, moi, je trouve ça assez pratique. Moi, du coup, j'interagis j'ai des projets où j'ai du multi-repo et donc, plutôt que d'aller créer un workspace dans VS Code où je vais ajouter tous mes différents dossiers qui correspondent à tous mes repos, en fait, je trouve ça plus simple d'être dans GitHub Copilot CLI et du coup avoir accès à tout. Il y a ce cas-là. Il y a le fait que dans la CLI, le chat, c'est la première expérience, quoi. On ne se focalise pas sur le code. Le code, ça vient après. En sachant que depuis Copilot, on peut quand même lier un VS Code, un IDE à côté. Et donc, des fois, juste pour brainstormer, faire de la recherche et tout ça, je trouve ça beaucoup plus simple d'être juste axé sur un chat. Il se trouve que c'est dans un terminal, mais en fait, ça pourrait être dans n'importe quoi d'autre. Je trouve ça plus simple d'être là-dedans que d'être dans mon VS Code. Ouais, ça, je ne sais pas si les autres ont d'autres... Moi, je suis assez d'avis de la même chose. C'est vraiment... tu peux faire la même chose que tu fais avec Visual Studio Code ou Visual Studio de manière uniquement prompting de base. L'avantage de cette partie-là, c'est que c'est un peu plus rapide sans avoir forcément besoin d'ouvrir tes fichiers ou autre. Mais voilà, c'est effectivement ce genre de choses qui est assez intéressante. Ok. Et le Copilot CLI, si je ne m'abuse, c'était l'un des premiers qui te permettait d'envoyer dans github.com aussi des tâches à réaliser à distance qui n'étaient pas encore disponibles dans Visual Studio Code auparavant. Donc de pouvoir délocaliser le travail que tu fais. Ok, non, ça se comprend. Ok. Oui. Et qu'est-ce que tu dans les fonctionnalités sympas, en fait, moi que j'aime bien, du coup, une que j'ai découvert assez récemment, il y a ce truc-là de research qui va faire une investigation poussée. Là, le but, c'est pas de faire un prompt court, enfin quelque chose de court, une réponse courte. Il va faire vraiment une grosse investigation. Donc, je peux demander, par exemple, la test C# features. Et du coup, là, c'est un sous-agent qui travaille et qui va aller vraiment faire une recherche poussée. Il va faire tout un tas de trucs derrière. Et derrière, il génère un fichier Markdown avec le résultat de la recherche, avec potentiellement des diagrammes en Mermaid, des choses comme ça. Et c'est assez intéressant ce sous-agent. Et ça, c'est pas présent ailleurs pour l'instant en tout cas.
Et c'est un des trucs que je trouve sympa parce qu'en fait, souvent, on a besoin de brainstormer, de voir ce qui existe, de réfléchir à des choses. Et là, c'est typiquement ce que ça fait. Donc, ça utilise aussi. Là, il est allé me chercher le MCP serveur Microsoft Learn pour aller chercher ce qui existe. Donc, ça prend du temps, mais bon, on peut lancer ça dans un coin, aller faire autre chose pendant ce temps-là, je sais pas, aller implémenter quelque chose, et puis revenir sur ça et se dire, ah oui, bah, il y a ce truc-là, voici comment je peux les mettre en place. Et donc, c'est un exemple de fonctionnalité qui est propre à Copilot CLI. Il y en a un autre qui s'appelle Fleet/Fleet, où là, on va devoir, du coup, en fait, on a une tâche à faire, on a fait un plan, par exemple, et on va aller paralyser cette tâche à faire en plein de sous-tâches, et il va y avoir plein de sous-agents qui vont traiter les différentes sous-tâches. Donc, c'est juste /fleet. Et donc, ça permet de paralyser tout un tas de choses si c'est paralysable. Et donc, c'est des petits trucs comme ça qu'on voit apparaître sur GitHub Copilot CLI. Je ne sais pas si ça arrivera aussi sur VS Code, peut-être, mais en tout cas, il y a quand même un truc qui arrive très très vite sur Copilot CLI. Là, ils ont moins d'interface graphique à développer. Hein. Oui. Là, c'est des MCP quand on interroge, là, parce qu'on n'est pas au niveau de la. Quand on demande des news comme ça, c'est du direct. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur. Enfin, ils recherchent automatiquement dans GitHub. Quand ils recherchent dans Microsoft Learn, tu parles? Je lui donne-moi les dernières nouveautés du C#. Ah oui, mais ils se connectent sur Internet, je pense. Hein. Oui, voilà. Là, en fait, il a vu que j'avais. En fait, j'ai plusieurs MCP serveurs de configurer. Donc, du coup, il a dû voir que j'avais. Il veut pas là parce qu'il est en train de rechercher, mais en fait, il a dû voir que dans mes MCP serveurs, j'avais le MCP Microsoft Learn, donc il l'a utilisé. Sinon, effectivement, tu as raison, il aurait peut-être fait juste une recherche web classique en accédant aux pages directement. Ouais. Et on peut être sûr que les résultats ne sont pas déconnants. Il y a un an, tu te souviens, Adrien, quand tu avais demandé les nouveautés Blazor, putain, mais il y avait sorti, c'était des trucs archi faux, quoi. C'était vraiment faux. Putain, moi, j'étais content, je dis putain, c'est super, ça va ça. Non, c'était que des conneries, quoi. Le mec, il n'y avait pas encore le MCP Microsoft Learn. Maintenant, avec ça, je suis certain que ça va être quelque chose de beaucoup plus. Mais voilà, c'est le côté de. Putain, mais si j'avais fait confiance, c'était con, quoi. Ouais. Et il devient intelligent de plus en plus vite. Ouais. C'est tout l'intérêt d'utiliser du coup les MCP serveurs, c'est pour avoir de la donnée à jour par rapport au truc sur lequel a été entraîné forcément le modèle. Après, du coup, maintenant, on commence à avoir pas mal de discours aussi où on revient un peu plus au CLI. Parce que les MCP serveurs, ça consomme quand même beaucoup de. Ça consomme quand même pas mal de tokens. Et donc, pour éviter ça, pour éviter qu'il y ait tous ces tokens consommés à écrire le JSON et tout ça, il y a de plus en plus de MCP serveurs qui font une version aussi CLI. Typiquement, on parlait de Microsoft Learn. Ils ont sorti aussi leur CLI, Microsoft Learn CLI, pour aller faire la même chose que le MCP serveur, mais quand on est comme ça en local en train de dev, plutôt que de passer par le MCP serveur, on peut utiliser la CLI. Il y a Context7 qui a sorti aussi sa CLI. Enfin voilà, on commence à avoir des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que les MCP serveurs c'est mort, c'est juste que des fois c'est mieux en termes d'optimisation de tokens, surtout quand on est sur du dev, en train de faire des choses comme ça, pour aller chercher. Et là, là, j'ai mes résultats qui apparaissent. Donc, ça a été stocké dans un fichier Markdown, mais j'ai les résultats qui apparaissent avec les dernières nouveautés, C# 13, C# 14. Il n'est pas allé me chercher ce qui arrive là en novembre, mais déjà, il m'a sorti les trucs récents. Ouais. Ok, pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à nous montrer. On arrive tout doucement déjà vers la fin du podcast. Il y a plein de choses à montrer. Après, je pense qu'on a couvert l'essentiel. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment maintenir ce truc-là à jour. C'est une bonne idée, c'est bien ça. Le mettre dans les trucs communautaires. Je trouve que c'est intéressant. Moi, déjà, à le faire, ça m'apprend des choses au passage.
Et puis c'est bien d'avoir une petite vue graphique en fait de tout ce qui existe, tout ce qui est possible. Ouais. Les permissions, on en a parlé tout à l'heure. Et puis il y a aussi tout ce dont on n'a pas parlé, mais le fait d'envoyer des agents dans le cloud, au contraire de les laisser en local, mais les faire tourner en background avec des systèmes de worktree et tout ça. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus ce vers quoi on tend pour développer, c'est de faire un petit peu de parallélisation, pas trop parce que sinon on a quand même le context switching, mais de paralyser un peu les choses, de tester des choses sur plusieurs worktrees. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses justement sur la délégation de travail à différents agents. Notre métier, il évolue quand même pas mal. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai une question, vu qu'on arrive doucement à la fin. Quelle est selon toi la meilleure manière aujourd'hui qu'un développeur devrait utiliser ou comment on devrait l'utiliser au niveau de GitHub Copilot? Par quoi il doit passer? Quelles sont les étapes? Quelle est la meilleure astuce que tu devrais donner à un développeur qui utilise aujourd'hui GitHub Copilot? Alors pour moi, mais je veux bien aussi votre avis sur la question, mais pour moi, la partie la plus importante, en fait, c'est le contexte. C'est tout ce qui est personnalisé, en fait, ces instructions à plusieurs niveaux, au niveau global et au niveau sur certains dossiers, sur certains fichiers. Les prompts, je ne vois pas ça comme ayant un grand avenir parce que j'ai l'impression que les skills font exactement pareil, mais pareil, aller chercher les skills. On est là dans un podcast où on parle beaucoup de .NET. Bah, en fait, il y a .NET qui a sorti ses skills qu'on peut aller installer sous la forme d'un plugin pareil. C'est .NET/skills, je crois le nom du repo. Tout ça, en fait, pour moi, c'est toute cette partie contexte, personnaliser ses agents, ajouter ses skills, créer ses instructions pour son repo, les hooks éventuellement, pour personnaliser un peu le cycle de vie et ajouter les bonnes CLI et les bons MCP serveurs. Je pense que pour moi, c'est la meilleure manière de faire, c'est se focaliser sur ça. Après, quel modèle est le meilleur aujourd'hui? C'est peut-être Opus 4.6, demain, ça sera un autre. Enfin, ça, c'est... C'est ça change autre tellement chose, quoi. vite ça que c'est plus la philosophie, comme tu le dis, je pense, qui est intéressante, c'est de choisir, comme tu dis, les bons MCP serveurs, les bons skills, les bons prompts, enfin bon, les bonnes définitions. Et après, le moteur, il y en a qui sont plus performants aujourd'hui et qui sans doute seront obsolètes peut-être même dans 2 ou 3 mois. Quoi. Donc ça devient très compliqué de choisir le modèle de manière immédiate. Ça... Et même parfois en fonction des cas, j'ai l'impression, en fonction même de la technologie ou des cas qu'on utilise, il y en a certains qui sont plus intéressants et plus performants que d'autres. Mais je suis d'accord avec toi, tout cet aspect de définition des bons choix de MCP serveur, des prompts, des skills, des agents, évidemment. Ouais. Intéressant. Tu as donné par rapport aux skills, au niveau agent, instruction, tu as des recommandations de là où on pourrait trouver potentiellement des bonnes ressources? En fait, un des trucs de départ, c'est quand même le Awesome Copilot que je dois avoir là, qui a un site maintenant. Si jamais vous n'avez pas vu ça, avant c'était juste un dépôt, maintenant ils ont un site. Et on retrouve du coup tout un tas d'agents, d'instructions, de skills. C'est pareil, ça s'installe sous la forme de plugin si on veut. Donc pour moi, c'est une bonne manière de faire. Typiquement, si on s'intéresse au .NET, on peut voir qu'il y a tout un tas de trucs de .NET. Est-ce que c'est pile cela qu'il faut prendre? Je ne sais pas, mais en fait, ça peut déjà donner une première base et ensuite, à nous de personnaliser. Si on se dit, ah ouais, mais ça ne correspond pas exactement à mon use case, en fait, on va juste modifier un fichier Markdown. Mais déjà, ça nous donne des choses qui existent, qui fonctionnent, qui ont été faites par la communauté. Il y a plein de trucs. Donc, ça, pour moi, c'est pas mal. Typiquement pour les agents, mais même pour tout un tas d'autres choses, d'instruction, de manière de faire. Et autre chose, moi, ce que j'ai vu, c'est que sur la partie instruction, donc Copilot a son standard là, avec des fichiers .instruction.md. Il supporte aussi les fichiers adjoint.md, qui est le standard un peu pour tout le monde. Et on peut très bien aller regarder des instructions qui sont d'autres systèmes agentiques. On peut aller regarder des choses qui ont été faites pour Cloud Code ou pour Codex, CLI ou des choses comme ça. Parce qu'au final, ça reste des fichiers Markdown. Donc, on peut très bien les récupérer, adapter un petit peu le formalisme s'il y a besoin. Mais quelqu'un qui code en .NET avec Codex CLI, sans doute qu'il aura les mêmes genres d'instructions que quelqu'un qui code avec GitHub Copilot.
Ouais, sympa. Sympa. Il faudra que tu me donnes tous les liens, comme ça je les ajoute dans les notes de l'émission. Tous les liens de tout ce que tu nous as montré là. Comme ça, si on veut aller creuser un peu plus, on a évidemment toutes les infos aussi. Ok. Moi, j'ai une dernière question avant de clôturer. C'est là, tu nous parles de prompt, de markdown, de tout ça, tout ça. Tout à l'heure, tu parlais de global, mais en soi, c'est toujours lié à l'utilisateur en cours. C'est toi, en tant qu'utilisateur, c'est dans ton repository. Est-ce que tu connais un moyen de pouvoir partager ça d'un point de vue entreprise, de l'industrialiser, de gouvernaliser ça, pour se dire, OK, j'ai des instructions, des skills que je voudrais partager à travers plusieurs repositories? Alors complètement, il y a un projet qui s'appelle APM, Agent Package Manager, qui vise complètement à ça. Alors je crois qu'ils ont un petit site. Le but, ça sera peut-être plus visible. Le but justement, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est d'industrialiser ça, se dire, on va avoir des skills, on va avoir tout un tas de fichiers qu'on va vouloir mettre sur son repo et tout ça, qui vont avoir des versions, qui vont évoluer. Et pour gérer tout ça, ce qu'on a besoin, en fait, c'est comme un package manager, mais pour toute cette partie agentique. Et c'est ce projet qui permet de gérer ça. Alors moi, je ne l'ai pas encore utilisé sur mes projets au travail, mais c'est un truc que je suis quand même avec pas mal d'intérêt parce que pour moi, c'est ce qui va permettre de faire justement cette industrialisation et de simplifier aussi la vie sur je veux mettre à jour sur telle version, je veux me baser sur telle chose et de ne pas devoir aussi à chaque projet qu'on démarre réinventer en fait la roue. Si on se dit je fais des projets en .NET de cette façon-là, j'utilise toujours un peu ces skills-là et tout ça, en fait on va pouvoir très simplement en quelques avec très peu de choses en fait reprendre, récupérer toutes les skills, toutes les choses qu'on utilise. Pourquoi pas se créer ses propres versions et les intégrer dans ça. Donc, au final, c'est vraiment, faut voir toute cette partie-là, tous ces nouveaux types de fichiers, comme un peu la même manière qu'on voit des dépendances Nugget, NPM, ça c'est un package manager, intéressant. À creuser aussi. Une autre ressource à rajouter en bas de note de l'émission, comme ça on pourra creuser ça en détail par après. Ok. Et je pense même que le créateur principal de ce projet, c'est un Français qui s'appelle Daniel Mépiel. Ah il faudra qu'on l'invite, qu'il vienne nous expliquer ça alors. Ah, c'est Donc voilà, je pense ok, très bien. Je ne sais pas si on arrive au bout de l'épisode, mais avez-vous d'autres remarques ou d'autres choses à nous soumettre? Pour toi, Alexandre, principalement, pour les autres. Je pense qu'on a fait le tour pour moi. C'est parfait alors. Moi, je trouve que le fait d'avoir le roadmap.sh comme structure de talk ici était vraiment chouette. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord. Super idée, Alexandre. N'oubliez pas. Je partagerai l'URL, mais elle va être amenée à changer, je pense, parce que je vais la soumettre dans les trucs communautaires une fois que j'aurai fini de la compléter. Donc, pas de problème, on rechangera et on adaptera les notes s'il faut. Tu m'enverras à ce moment-là la nouvelle URL et on la remettra à jour. Ouais. Très bien. N'hésitez pas à venir commenter nos vidéos sur YouTube. Si vous avez des questions, on les transmettra à Alexandre si c'est nécessaire. Et venez nous soutenir également sur tipeee.com/devaps. Ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide aussi, ne fût-ce que pour l'hébergement. En tout cas, un grand merci à toi, Alexandre. Un grand merci à vous de m'avoir reçu. Et on se retrouve pour un prochain épisode, probablement aussi autour de l'IA, mais on verra un petit peu comment ça va se goupiller d'ici quelques semaines. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.